Je voudrais dire combien nous sommes heureux d'accueillir Anthony Grafton pour une série de 4 conférences au Collège de France. Ce n'est pas la première fois qu'il est ici, puisque dans les années 90, il avait déjà donné, mais vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, une série de conférences. Il est difficile d'être bref et de présenter Anthony Grafton. C'est presque oxymorique dans la mesure où, non, je rappellerai qu'il est professeur à l'université de Princeton, où il a fait toute sa carrière comme assistant professeur, puis associate professor, puis maintenant Henry Putnam University professor. Je sais qu'il a un attachement particulier à la fois pour Princeton, comme le montre ce curriculum, mais aussi pour la première de ses universités, l'université de Chicago, où tout récemment, il a donné une magnifique lecture pour l'inauguration d'une non moins magnifique nouvelle bibliothèque. Dans les distinctions, je ne les accumule pas, mais comme je le disais, il a été invité ici au Collège de France, à l'École des hautes études, il a reçu de nombreux prix, le Balzan Prize, ou le prix Balzan pour l'histoire des humanités, ou le Andrew Mellon Foundation Award. Mais le plus important, c'est de présenter le plus brièvement, mais aussi le plus exactement possible, son œuvre, qui est absolument considérable, sans doute comparable à certaines des œuvres des humanistes dont il est si familier. J'ai pensé, en reprenant des livres ou en reprenant la bibliographie, qu'il y avait trois grands axes, finalement, dans son travail et qui s'articulent les uns avec les autres. Le premier, ce sont des livres qui sont centrés sur une figure d'humanisme. Depuis le livre classique, son premier grand ouvrage sur Scaliger, mais aussi plus récemment des livres sur Cardan ou un livre encore plus récent sur Casaubon. Ceci croisant des ouvrages qui, eux, sont consacrés à des pratiques de savoir, à des pratiques lettrées, à des pratiques d'érudition à la Renaissance. Et ici, nous sommes un peu mieux équipés en langue française pour prendre mesure de cette dimension de l'œuvre d'Anthony Grafton, puisque 2 de ses livres les plus fondamentaux dans ce domaine-là de recherche ont été traduits. Le livre sur les faussaires et ceux qui détectent les faux, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque l'édition anglaise, Forger and Critics, créativité et duplicité dans l'érudition occidentale, et aussi le livre sur la note en bas de page, l'invention de la note en bas de page, avec ce titre plus spectaculaire qu'une histoire de la note, et qui est les origines tragiques de l'érudition. Et dans cette même perspective, je crois que l'on peut aussi mentionner, il y a un livre très fascinant sur What Was History, l'art de l'histoire dans l'Europe de la première modernité, et qui est à la fois sur des pratiques érudites et en même temps sur un domaine de savoir. Et puis la troisième orientation, le troisième axe, mais bien entendu, il n'y a pas de lettré indépendant des pratiques et il n'y a pas de pratique qui soit indépendante de l'écrit, que cet écrit soit manuscrit ou qu'il soit imprimé. Et il y a dans l'œuvre d'Anthony Grafton un grand nombre de contributions sur les formes de la publication, de la circulation, de l'appropriation des textes. Depuis des livres déjà classiques, Defenders of the Text, des traditions de l'humanisme à l'âge de la science, 1450-1800, ou un autre livre publié à Ann Arbor, aux presses de l'Université de Michigan, Commerce with the Classics. Et plus récemment, une série impressionnante de livres. Heureusement qu'Anthony Grafton possède une roue à livres dans son bureau à Princeton, parce que personne ne pourrait lire autant, aussi vite et d'une manière aussi croisée sans cet instrument cher à l'ingénieur Ramelli. Les livres les plus récents portant l'un sur l'invention du codex, avec pour titre et coécrit avec Megan Williams, Christianity and the Transformation of the Book, et puis plus récent encore, un livre Codex in Crisis, qui avait une première édition et qui a été elle-même reçu des additions à l'occasion de l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque à l'université de Chicago, et aussi, dans les mêmes années 2010-2011, un livre qui a pour titre Cartographies of Time et qui est une étude sur les représentations graphiques
de la chronologie et des temporalités. Ceci est une idée très rapide, très succincte, mais vous comprenez, et si vous cherchez, y compris sur Google, dont Anthony Grafton est un défenseur un peu plus ardent que ne l'est notre collègue et ami Robert Darnton. Donc même si vous cherchez sur Google, vous verrez l'impressionnante série de livres, et pour chacun des titres que j'ai cités, il y a soit un grand nombre de traductions, ce qui a été le cas pour les livres sur la note en bas de page ou sur les faussaires et les critiques, soit aussi une description de chacun d'entre eux et, plus important encore, peut-être l'articulation des uns avec les autres. Je conclurai cette brève présentation en disant aussi que Anthony Grafton a transformé sa discipline, son champ d'études, non seulement par cette érudition inventive qui est présente dans chacun des livres et dans les dizaines ou centaines d'articles qu'il a écrits, mais aussi en lui donnant une dimension plus publique. C'est un domaine, la Renaissance, comme vous savez peut-être mieux que moi, d'une érudition exigeante, d'une connaissance des langues, de textes difficiles et qui ont pu être, à part quelques grandes figures, à distance d'un accès plus public. Et Anthony Grafton, par des activités comme la construction d'expositions et des catalogues qui les accompagnaient, une grande exposition sur la Bibliothèque Vaticane, une grande exposition dans le moment 1492 sur New World and Ancient Text, a donné une forme visible, accessible à un public plus large que ceux qui peuvent lire un livre en 2 volumes consacré à Scaliger, de ce qu'est l'inventivité à la fois de la Renaissance et d'un chercheur comme lui. Et d'autre part, vous en êtes peut-être des lecteurs ou des lectrices très régulièrement dans le New York Review of Books. Il poursuit cette même tâche, c'est-à-dire en rendant compte de livres qui s'attachent à des sujets complexes, denses, difficiles, d'en donner une forme qui soit, pour un lecteur qui n'est pas spécialiste, immédiatement attractive et tenant à comprendre des réalités importantes, mais, comme je le disais, inscrites dans des langues ou des langages qui sont tout à fait difficiles quelquefois pour des lecteurs non spécialistes. Donc je crois que de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est parmi ces très peu nombreux savants qui ont profondément, au fil des années, transformé un champ d'études. Alors je suis d'autant plus heureux de l'accueillir aujourd'hui, cette invitation qui lui a été faite par Marc Fumaroli et moi-même, mais Marc Fumaroli étant le héros d'un colloque qui lui est consacré et où il intervient dans une autre salle, dans l'amphithéâtre de Navarre, il ne peut pas être présent aujourd'hui. Peu nombreux sont les individus qui ont un don d'ubiquité. Donc, je suis heureux d'avoir été avec cette charge de présenter le travail d'Anthony Grafton. Je signale aussi, et nous serons plus précis vendredi, puisque le second séminaire ou la seconde conférence a lieu vendredi à la même heure dans ce même lieu, nous pourrons présenter un autre cycle de conférences que Anthony Grafton va donner à Paris, au Louvre, pendant cette même période. Ce n'est pas qu'il avait un appétit particulier à parler tous les jours, mais cette invitation au Louvre lui avait été faite pour cette année et l'invitation au Collège de France pour l'année dernière, mais malheureusement, ou heureusement, vu les résultats, une opération l'avait empêché de venir donner ce cycle de conférences l'année dernière, du coup, que se trouvent maintenant insérées les conférences du Louvre à l'intérieur des conférences du Collège de France. Le thème, vous l'avez vu, correcteur et correction dans la Renaissance, c'est un thème qui est présent déjà dans un certain nombre des ouvrages que j'ai mentionné. C'est un thème qu'il avait choisi aussi pour la série des Panizzi Lectures qu'il a donné à la bibliothèque à Londres, et donc qu'il reprend ici, et on remercie de bien vouloir le faire en français. Et j'indiquerai aussi, en concluant, que vient de sortir, en rapport avec cette invitation au Louvre, c'est-à-dire les textes qui vont l'inspirer pour les conférences, sont déjà rassemblés dans un ouvrage donc, qui n'a pas d'équivalent en anglais, tel quel, qui a pour titre « La page de l'Antiquité
à l'ère du numérique, histoire, usage, esthétique. Donc la cohérence est très grande entre ces deux cycles de conférences. Ici, nous corrigeons dans l'atelier les pages que les lecteurs du Louvre peuvent lire dans l'objet imprimé. Et aujourd'hui, donc, Anthony va présenter le profil du correcteur. Alors, merci pour cette superbe introduction. Je comprends le développement de mes études assez mieux après écouter ce que vous avez à dire. Avant de commencer cette première conférence, je tiens à remercier vivement Marc Fumaroli et Roger Chartier de l'invitation à présenter ici, dans ce lieu sacré de l'humanisme européen, dans le collège de Guillaume Boudet, mes recherches sur les pauvres diables de la tradition érudite, c'est-à-dire les humanistes au mensal, les correcteurs d'imprimerie. C'est une question d'actualité. À notre époque, le métier du correcteur risque de disparaître. En mars 2009, une cinquantaine de correcteurs ont manifesté sur le boulevard Saint-Germain au cri de « La précarité, ça suffit !» Même chez Gallimard, où ils ont manifesté, il n'y avait qu'un correcteur qui bénéficiait d'un salaire fixe. Les autres étaient travailleurs de domicile, et le sont encore, c'est-à-dire qu'ils sont payés 13 € net par l'heure et censés de travailler à la vitesse de 9 000 à 10 000 signes l'heure, ce qui est évidemment insupportable. D'autres éditeurs et journaux comptent sur un logiciel pour décoquiller les manuscrits qui leur sont confiés, comme on dit. Depuis 2007, Libération s'est passée entièrement des correcteurs. Sur le web, la correction professionnelle n'existe guère. Selon Édouard Launay, qui a écrit quelques histoires, quelques narratives sur ces manifestations, quand le site web Hebdo-Livre, c'est le site web des éditeurs, a rendu compte de la manifestation des correcteurs, son article comptait 3 fautes sur 5 lignes. Launay parle, et je crois qu'il a raison, de la suppression progressive de la correction et d'une accumulation de petites violences faites au lecteur en conséquence de cette suppression. Selon toute apparence, la situation il y a 500 ans était tout à fait différente. C'était, on le dit souvent, l'âge d'or des correcteurs érudits. Au printemps 1585, Henri Estienne, et c'est lui, Henri Estienne, se rappelait avec un plaisir mélancolique la vie dans la familia, dans la maison de son père Robert Estienne, que vous voyez ici, au jour glorieux de l'humanisme parisien dans les années 1530 jusqu'à 1550, tout en préparant un nouveau texte des Nuits attiques d'Aulugel, qui avait décrit la vie savante dans les bibliothèques et les librairies à Rome vers la fin du IIe siècle. Estienne se trouvait porté à évoquer dans ses propres commentaires au texte, qu'il intitulait « Nuits parisiennes », tel un moderne Aulugel, les cercles savants qu'il avait fréquentés dans son adolescence. La maison d'édition de son père, expliquait Henri dans une lettre préface à son fils, avait offert à tous ses habitants une expérience linguistique et culturelle d'un caractère unique, et c'était les correcteurs qui y jouaient le rôle principal. Il fut un temps où votre grand-père Robert Estienne avait une équipe littéraire de 10 membres dans sa maison, avec non seulement des représentants de chaque nation, mais aussi des locuteurs de chaque langue. Ces 10 hommes, certains cultivés et d'autres très cultivés, étaient en partie employés comme correcteurs. Venus de différentes nations,
ayant des langues maternelles tout aussi différentes, ils prenaient le latin comme moyen de communication entre eux. Les serviteurs, garçons et filles, entendaient tantôt les uns, tantôt les autres discuter d'affaires dont ils savaient quelque chose ou qu'ils pouvaient deviner. Ils les entendaient aussi à table discuter de bien des sujets, y compris ceux qui interviennent normalement au cours des repas. En conséquence, ils s'habituaient peu à peu à entendre leurs paroles, si bien qu'ils pouvaient non seulement comprendre la plupart des choses dites par les correcteurs, mais aussi eux-mêmes parler de certaines choses en latin. Henri et son frère Robert avaient appris le latin par la même méthode directe. Leur père et les savants qu'il a employés leur parlaient latin, les encourageant à balbouter, comme Henri dit, leurs premiers mots dans la langue de savoir. Parler en latin parfait ou même aisé, Françoise Vaquet l'a montré dans un ouvrage classique, était une réussite rare au XVIe siècle, plus rare que les maîtres humanistes ne voulaient bien la mettre parfois. Montaigne effrayait ses maîtres au collège de Guyenne à Bordeaux par sa facilité précoce à parler latin, acquise dans sa petite enfance, son père ayant décidé de lui faire apprendre cette langue aussi par la méthode directe. Dans la maison de Robert Étienne, par contre, racontait Henri, même la majorité des servantes comprenaient la plupart des mots latins et pouvaient les répéter, parfois avec des fautes. Votre grand-mère comprenait n'importe quelle phrase en latin presque aussi facilement que le français, sauf si on avait recours à un mot relativement rare. Et voici ma sœur qui vit encore, votre tante Catherine. Elle n'a besoin de personne pour lui traduire le latin. Elle peut dire bien des choses en cette langue et les dire assez bien pour que chacun la comprenne, même si parfois elle bute sur un point. Apparemment, les correcteurs chez Robert Étienne faisaient exception aux règles établies par Françoise Vaquet. Voici un monde oublié, un monde perdu, un monde de petits employés qui parlaient latin. C'est le monde des correcteurs de la Renaissance. Une entreprise commerciale conçue pour gagner de l'argent et obligée d'y parvenir ou de faire faillite. C'était la mauvaise sorte d'Henri Estienne qui faisait faillite à cause de son lexique grec. La boutique de l'imprimeur était aussi le théâtre d'activités savantes. Les correcteurs étaient des gens érudits. Ils étaient capables de relire et corriger les épreuves de textes latins et grecs, mais ils travaillaient à côté des ouvriers, sans faire attention au bruit, à la saleté, à l'encre qui les entourait dans la chambre de travail. La société d'Ancien Régime distinguait nettement entre ceux qui travaillaient de leurs mains et ceux qui le faisaient avec leur esprit. Mais dans l'imprimerie, le travail exigeait une surveillance intellectuelle. Les correcteurs ne pouvaient éviter, de moins de temps en temps, de se salir les mains. Oh, excusez-moi. Et voici une page des épreuves de la Bible polyglotte d'Anvers, publiée par Christophe Plantin entre 1569 et 1572. C'est une page qui montre les taches d'encre y déposées par les mains de l'éditeur savant de l'édition, Benito Arias Montano, qui s'appelle étudiant ici, et aussi des mains du chef des correcteurs de la maison Plantin, Franciscus Raffalengius. Et vous voyez là un message de Montano à Raffalengius en latin qui confirme la narration d'Estienne. Aux maisons savantes, on parlait et écrivait latin, même quand il s'agissait de choses absolument pratiques. Comment faire notre descente aux enfers littéraires dans lesquels ces correcteurs habitaient? Heureusement, nous avons le Virgile idéal. C'est le savant balois Théodore Zwinger. Au premier âge du Grand Tour,
Zwingher était le théoricien maître du voyage érudit. Son Methodus Apodemica de 1577 offrait au lecteur des instructions très précises pour le voyage érudit. Zwingher fournissait aux jeunes voyageurs des questions de sondage pour poser aux indigènes des villes qu'ils visitaient. Il leur expliquait qu'il fallait aussi esquisser tous les monuments principaux et examiner les mœurs de la population. En cochant chaque case, les jeunes voyageurs recueilleraient des renseignements utiles sur les sources de la richesse, sur les formes du gouvernement, les fortifications, les églises, les lieux de culte, les académies et les bains. Serrant leur exemplaire du livre de Zwingher, comme les jeunes Américains serrent leur exemplaire de Lonely Planet Guide, les jeunes humanistes pouvaient apprendre à lire les villes qu'ils visitaient, comme si elles étaient autant de livres. Zwingher travaillait comme correcteur et rédacteur en chef chez 2 ou 3 des grandes maisons, des grands ateliers d'imprimerie de Bâle, et il ressentait une fierté très forte pour les compétences techniques qu'il devait pratiquer tous les jours. À la fin de son livre, il dressait 2 diagrammes des magasins d'imprimerie. Il représente l'essai précis et vivant de déterminer l'endroit exact que le correcteur occupait dans le processus de publication et de décrire les emplois qu'il réalisait. Ce premier tableau de Zwingher est à la fois une table de l'organisation et un inventaire des matériaux des opérations de l'atelier. En haut à droite, il note que les employés des imprimeurs peuvent être divisés en 2 catégories. Il y a des théoriciens et des mécaniques. Les employés mécaniques se divisent à leur tour en 2 groupes. Il y a des compositeurs et des presseurs. Les pressiers. Les employés théoriques, appelés correcteurs, doivent comparer le texte imprimé dans le magasin, feuille par feuille, avec son modèle, c'est-à-dire la copie qu'il doit reproduire. Et c'est ça qu'il explique là-haut. Tous les 2 ont des serviteurs pour les aider, des mediastini qui aident les ouvriers, et des lectores, des lecteurs qui participent au travail des correcteurs dans une capacité inférieure. Bien que le type doive être réglé et les feuilles doivent être tirées de la presse avant que les correcteurs ne puissent relire et corriger les épreuves, Zwingher place les correcteurs et les lecteurs au-dessus des compositeurs et pressiers dans son diagramme, en hommage à la position supérieure, du point de vue de la culture, de leur vocation, mais aussi, comme nous verrons en faisant référence au travail qu'il ne décrit pas explicitement. Bien que Zwingher ne le dise pas, les titres du lecteur et du correcteur révèlent leur fonction principale. La correction était un travail collaboratif. Le lecteur lit la copie à haute voix, tandis que le correcteur relit les épreuves et marque les divergences. Balthazar Moretus, partenaire et héritier de Plantin, prescrit les pratiques meilleures dans une instruction au correcteur qui se trouve aux archives de l'entreprise Plantin. Le correcteur, dit-il, doit s'accoutumer à rester un mot devant le lecteur, et le lecteur doit lire plus lentement et même faire une brève halte s'il constate qu'un grand nombre d'erreurs a arrêté le correcteur. La correction, paraît-il, constitue un stade tardif dans le processus de publication, le dernier avant que le livre ait été achevé et rendu accessible au public. Le deuxième schéma de Zwingher est un organigramme qui nous présente les étapes de la production d'un livre imprimé. Les compositeurs et pressiers, explique-t-il, font la première épreuve, ce qu'il dit la forme, c'est-à-dire la forme imprimante, mais ce sont vraiment les épreuves. Les lecteurs et les correcteurs se mettent au travail
et font la correction formale, c'est-à-dire ils font de leur mieux pour en chasser toute forme de faute. Cette correction formelle, comme Zwinger l'appelle, comporte 3 étapes. Apparemment, les correcteurs corrigent la première et la deuxième épreuve de la même façon. En comparant les épreuves avec la copie originale. La troisième épreuve, en revanche, doit être corrigée conformément à la seconde pour éviter l'addition de nouvelles corrections qui pouvaient avoir des conséquences très graves pour la précision de l'impression. Ce n'est qu'après cette troisième lecture que les compositeurs peuvent mener à bien la correction matérielle, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les pièces de type soient à leur place dans la forme imprimante avant que l'impression recommence. Cette description correspond assez bien à ce que nous avons à partir d'autres sources, des pratiques de correction dans les grandes imprimeries de Bâle et d'Anvers. Le 1er juillet 1534, par exemple, le juriste et homme d'État frison, Viglius Zachremus, visite la boutique de Jean Froben à Bâle. Il décrit ce qu'il a vu en détail dans une lettre à un compatriote, Duitzen Viarda. Selon son récit, chaque imprimeur emploie un correcteur érudit qui relie les formes composées, c'est-à-dire les épreuves, et avec compréhension, et vérifie si tous les types et les lettres sont correctement reliés entre eux et tous les mots et les paragraphes bien séparés. Il explique aussi que dans les magasins bien organisés, il est de coutume de produire 3 épreuves et de les relire individuellement afin que les fautes et les erreurs puissent être expurgées. C'est exactement la représentation de Zwinger dans son organigramme. Nous pouvons nous fier, en conséquence, sur les diagrammes de Zwinger, du moins quand il s'agit des grandes maisons et des grands ateliers d'imprimerie. Et nous pouvons également utiliser sa narrative en forme de diagramme pour en compléter les autres, y compris celle de Zwichemus, qui n'a pas expliqué que la troisième lecture des épreuves différait en principe des 2 premières. Pourtant, même les diagrammes de Zwinger et la lettre de Zwichemus cachent autant qu'ils révèlent. En fait, les correcteurs effectuaient pas mal de tâches, dont certains ont dû être effectués avant que les compositeurs purent définir le type. Une gravure sur bois du début du XVIIe siècle, qui sert de frontispice au premier manuel pour les correcteurs des épreuves, écrit par Jérôme Ronchur en 1608, nous montre un atelier d'imprimerie en pleine activité. Tous les membres de l'équipe de travail, les théoriques et les mécaniques, travaillent intensivement ensemble dans les quarts étroits et leurs activités sont encore plus variées que Zwinger suggérait. À gauche, des pressiers tirent une feuille et tandis qu'un collègue soulève une feuille qui est déjà imprimée afin qu'elle puisse se sécher sur une grille au plafond. À droite, un jeune ouvrier humecte le papier de sorte qu'il puisse retenir l'encre. À la fin de la pièce, une femme arrive portant une cruche de bière pour les compositeurs. On leur donnait cette astuce en Allemagne chaque fois qu'ils terminaient le tirage d'une feuille. C'était une pratique, où au moins les auteurs se plaignaient que c'était une pratique qui n'améliorait pas la précision du travail. Au premier plan se trouve le maître imprimeur. Vous le voyez vêtu d'une robe glorieuse à col de fourrure. Il compte sur ses doigts. Comme pas mal d'éditeurs, alors et maintenant, il mène sans doute la vie d'un maharaja, bien qu'il soit toujours sur le bord de la faillite.
Henri Estienne, par exemple, explique à son fils qu'il n'a jamais lu ces lettres à moins que plusieurs heures se soient écoulées depuis son dernier repas, car elles contiennent toujours des mauvaises nouvelles qui lui font une crise de foi. Mais une question se pose. Personne ne semble lire les épreuves. Pourquoi a-t-on orné la préface d'un livre sur les correcteurs d'imprimerie avec une illustration, une sorte d'une espèce de commentaire visuel qui ne semble pas les représenter? En fait, les correcteurs se trouvent ici sans doute, mais ils s'occupent des tâches que les descriptions de Zwingher et des autres ne comprennent pas. Les livres de comptes de quelques-uns des grands imprimeurs offrent le commentaire le plus incisif sur cette image. Les dossiers des entreprises Froben et Episcopius à Bâle, par exemple, enregistrent les salaires versés aux employés de 1557 jusqu'à 1564. Chaque liste des employés commence avec le correcteur ou castigateur. C'est tout comme les diagrammes de Zwingher. C'est une autre preuve manifeste que ces employés savants bénéficiaient d'un certain statut culturel. Chaque liste comprend également un lecteur qui gagne normalement la moitié du salaire du correcteur. Dans cette mesure, les livres de comptes ne confirment les diagrammes de Zwingher. Mais il nous révèle aussi que les correcteurs et les lecteurs recevaient régulièrement de paiement pour des activités que Zwingher ignore. En mars 1560, par exemple, le lecteur Leodegarius Grimaldus est payé pour la lecture des épreuves et pour deux autres tâches à la fois: la correction d'un index et la toilette, la correction d'une traduction française de l'ouvrage de Henricus Agricola, De Re Metallica. Donc c'est la recognitio de la traduction française. En mars 1563, Bartholoméus Varol est payé pour la collection des épreuves, mais aussi pour la préparation de l'exemplaire. On dit exemplar, c'est le terme latin, mais c'est-à-dire la copie d'un travail juridique du XIIIe siècle, le Speculum Juris de Guillaume Durand, et pour l'élaboration, d'un index. Les dossiers de Plantin enregistrent également des paiements aux correcteurs qui corrigeaient des manuscrits avant qu'ils soient allés aux compositeurs. Les correcteurs, en d'autres termes, travaillaient à l'avant ainsi que l'extrémité arrière du processus d'impression. Ils préparaient la copie avant que les compositeurs commençaient à travailler. Ronchuk le savait bien, comme le frontispice de Tim révèle. À l'arrière de la boutique de l'imprimeur, il y a 3 hommes dont le manteau, la fraise et le collier révèlent leur statut social relativement élevé. Ils se disputent. L'un d'eux marque un texte. Il ne relit pas les épreuves, c'est une page, c'est pas la grande feuille des épreuves qu'il marque. Selon toute probabilité, nous voyons là un auteur qui se plaint parce que le correcteur insiste sur la régularisation de son orthographe ou de sa ponctuation. Donc on a l'auteur qui est en dispute avec le compositeur. Il y a pas mal d'exemples de ce type de travail. Le franciscain Conrad Pélican, par exemple, est devenu un correcteur expert qui travaillait chez les Amerbach et les Froben, et qui continuait à le faire après qu'il s'est passé à la religion réformée. Il faisait ses débuts lorsque Jean Amerbach perdait les services d'un autre membre de son ordre, Franciscus Willer, qui aurait dû préparer la copie pour l'édition amerbachienne des œuvres d'Augustin. Willer a été transféré de Bâle. Amerbach, Pélican rappelle, est venu à moi parce que, jeune comme j'étais, j'avais aussi travaillé très intensivement
et il demanda que je prenne la place de l'homme qui avait été transféré. Je devais m'occuper de plusieurs œuvres d'Augustin qui n'avaient pas été divisées en chapitres, de les diviser et d'ajouter un bref résumé de chaque chapitre. Et là, vous voyez la copie, c'est-à-dire l'édition vieille que Pélican a dû corriger, et là, la mise en page qu'il a dévisée pour l'édition amerbachienne. Donc, c'est une vraie transformation du texte. Pélican commence sa carrière du correcteur en s'occupant de la mise en page plutôt que de la correction des épreuves. Il affirme qu'il a pris sur la tâche à contre-cœur, mais finalement, a-t-il pris une telle fierté dans ce travail qu'il a enregistré dans la copie de l'édition que lui a donnée Amerbach exactement quels sont les textes qu'il avait disposés pour le compositeur. Ces modèles se répètent dans de nombreuses carrières. Les correcteurs relisaient les textes bruts des auteurs. Ils corrigeaient l'orthographe et la ponctuation. Ils ajoutaient des paratextes, des titres, des index, des tables des matières, des titres des chapitres. Et aussi d'autres choses un peu plus intéressantes. Francesco Rolandello de Brescia corrigeait la version latine de Marcille Ficin des dialogues d'Hermès Trismégiste pour sa première édition en 1474. Et c'était également Rolandello qui a dressé le merveilleux texte de présentation qui accueillait les lecteurs sur la première page de l'édition. Et c'est là. Vous, je m'excuse, c'est là. Vous, qui que vous soyez qui lisez ces lignes, grammairien ou orateur, philosophe ou théologien, sachez que je suis Mercurius Trismégiste, dont l'érudition et la théologie étonnaient les Égyptiens et les barbares, et puis les théologiens anciens parmi les chrétiens, et m'ont valu leur admiration. Si vous m'achetez et me lisez, vous gagnerez en le faisant. Car je ne vous coûterai guère, mais quand même je vais vous donner plaisir et profit à la fois. Ces préambules fringantes qui mélangent sans embarras la généalogie de la sagesse primitive des Égyptiens et les désirs les plus pratiques des consommateurs contemporains révèlent les soins d'un professionnel endurci au travail. Certains correcteurs composaient des textes ainsi que des paratextes. Ils jouaient le rôle des fournisseurs de contenu du web. En 1512, Robert Estienne se met à imprimer une édition de la Chronique du Monde d'Eusèbe de Césarée dans la traduction latine de Jérôme. Et là, vous voyez un manuscrit superbe de la bibliothèque de Merton College à Oxford, manuscrit composé à Reichenau au IXe siècle. Eusèbe a retracé l'histoire de 19 civilisations antiques en ces colonnes parallèles à partir de l'époque d'Abraham à son propre siècle. Sa chronique offrait des informations non seulement sur les événements politiques et sur la fondation des États et des villes, mais aussi sur l'histoire de la culture. L'humaniste qui devait savoir quand la trirème commençait à naviguer, ou lorsque Thalès commençait à pratiquer la philosophie, savait qu'il pouvait trouver dans la chronique exactement ce dont il avait besoin. Ce livre beau et informatif devenait un livre de chevet des savants médiévaux et des humanistes, comme par exemple Pétrarque, qui remplissait les marges de son exemplaire, malheureusement perdu aujourd'hui avec ses annotations. Au Moyen Âge et après, pas mal d'écrivains composaient des suppléments à la chronique. Estienne veut lui aussi augmenter la valeur de son édition. Un de ses correcteurs, Jean de Mouveau, prépare un index détaillé qu'il adapte d'ailleurs, sans le dire, d'une édition milannaise antérieure. Ce faisant, Mouveau transforme ce livre
conçu à l'âge des manuscrits d'être consulté par les lecteurs qui allaient suivre le mouvement du temps dans une dimension, à travers les pages et les siècles, dans une base de données historiques plus accessible que les lecteurs puissent traverser et retraverser de nombreuses directions différentes. Mouveau va jusqu'à écrire un petit poème pour célébrer son exploit. Malheureusement, Estienne omet le poème quand il reproduit l'édition 6 ans plus tard. C'est aussi Mouveau qui compile un supplément au texte original et ses suppléments antérieurs. Il s'agit d'une narration laconique des guerres d'Italie, de la découverte du Nouveau Monde et de nombreux événements moins dramatiques. Le manuscrit existe encore et comme Peter Way, qui l'a découvert, nous a enseigné, il a servi de base pour les dernières pages de l'édition Estienne. Les compositeurs suivent le manuscrit page par page et presque ligne par ligne, comme on peut voir. Malgré tous les soins que l'imprimeur et son correcteur prodiguent sur ces projets, des erreurs se glissent dans le livre. Mouveau transcrit d'une autre chronique un passage qui décrit des signes miraculeux qui se sont abattus du ciel sur les vêtements des gens pieux. Des signes instar Dominicae crucis, comme la croix du Seigneur. Malheureusement, en travaillant trop vite, on le voit. Mouveau a écrit instas Dominicae crucis, où il aurait dû écrire instar Dominicae crucis. Instas, c'est un non-mot. Quelqu'un a essayé d'améliorer le texte. Il tournait instas en justas, qui est encore plus loin de l'original. Justas Dominicae crucis, c'est une expression qui n'a aucun sens. Dans ce cas, la persistance de l'erreur, c'est assez intéressant, est moins relevant qu'un autre détail qui ressort d'une comparaison du manuscrit avec le texte imprimé. Pendant que le livre est en production, quelqu'un a changé pas mal des voyelles simples écrites par Mouveau en diphtongue, qui était évidemment plus classique. Donc, Dominiqué, ici, devient Dominiqué avec le diphtongue classique dans l'imprimé. Évidemment, au moins 2 correcteurs ont collaboré à cette édition très modeste d'un texte ancien, mais qui était vraiment un manuel pour les étudiants. L'un d'eux fournissant l'exemplaire, la copie avec tous ses paratextes, et l'autre se chargeant de la correction, soit du texte brut, soit des épreuves, probablement du texte brut. Tous deux semblent avoir fait le travail avant que les compositeurs commençaient à mettre le livre en type. Il y avait aussi des correcteurs qui servaient d'intermédiaires experts entre un auteur et son éditeur. Théodore Pullman, par exemple, n'était pas directement employé par Plantin en tant que correcteur. Il gagnait sa vie dans l'industrie de draps à Anvers et plus tard comme fonctionnaire municipal. Plantin l'a toujours décrit comme un chercheur indépendant, un érudit. Tout de même, Pullman corrigeait de nombreux textes classiques pour Plantin avec une précision nette et inhabituelle. Et on peut voir qu'il a travaillé aussi comme agent littéraire, intermédiaire entre Plantin et ses auteurs. Les contemporains identifiaient Pullman toujours en tant que membre de l'établissement de Plantin. Quand le jeune Andreas Scotus publia son premier livre chez Plantin, il craignait que les nombreux changements qu'il avait laissés dans la correction qu'il avait laissés dans le manuscrit pourraient poser des problèmes pour les compositeurs. Il prenait des précautions sensibles en demandant à Pullman, dans une lettre qui se trouve dans l'archive Plantin, soit de lire les cahiers à plusieurs reprises ou de les envoyer à Scotus lui-même. Car il est très important pour ma réputation que ce livre soit bien imprimé. C'est le premier fruit de mon intelligence.
qu'il aurait été bon à lécher en forme, comme font les ours. Scotus, en d'autres termes, s'appuie sur Pullman, qui doit prendre des décisions vitales sur le texte de la première partie de son livre, des décisions qui pourraient déterminer la réputation de Scotus en tant que latiniste. Les dossiers de l'archive Plantin révèlent que Scotus envoyait son plaidoyer à la bonne adresse. Dans une lettre, un poète néo-latin, Paulus Chimareus de Cologne, c'est pas un nom célèbre, même au XVIe siècle, dont Plantin avait accepté de publier les poésies latines, Pullman écrit qu'il y a des passages que j'ai marqués dans les marges que je ne peux pas comprendre, et je serais reconnaissant si vous pouviez me les expliquer. On sent la voix, non pas du correcteur au sens moderne, mais du lecteur-correcteur d'une maison moderne. Pullman propose également un ensemble de normes pour l'orthographe qu'il décrit comme fondées sur l'autorité des hommes érudits, et elle explique qu'il voudrait éliminer les notes marginales du poète, parce que les marges du livre imprimé seront étroits, et chacun doit être libre d'écrire quoi que ce soit là. Ce sont les admonitions d'un éditeur professionnel qui fait la toilette d'un manuscrit tout en jouant le diplomate avec l'auteur. On voit donc que la traduction juste du corrector ou castigator serait vraiment lecteur-correcteur et pas correcteur. Comme les administrateurs de sites web et les autres professionnels de l'informatique qui habitent dans les bureaux modernes, les correcteurs d'imprimerie donnent l'impression d'appartenir à un nouveau groupe professionnel et même un nouveau type social. L'imprimerie, après tout, a créé de nouvelles tâches. L'imprimeur se voit confronté de nombreux concurrents dans un nouveau marché. Il doit démontrer que son produit est vraiment supérieur à ceux des concurrents. Une manière de le faire était de mettre l'accent dans le colophon à la fin du livre ou plus tard sur la page de titre sur l'érudition et l'intelligence des savants qui auraient corrigé le texte. Déjà au XVIe siècle, les annonces des imprimeurs et leurs colophons promettent à leurs clients des textes corrigés avec vigilance, corrigés et revus avec diligence, revus avec la plus grande diligence par des savants renommés. Dès 1472, Peter Schoeffer se met à attiser l'attente des lecteurs pour son édition du décret de Gratien et des décrétales. Il imprime une brochure dans laquelle il explique aux clients potentiels que tout le monde va voir le soin, la diligence, l'attention, les efforts de corps et d'âme qui ont été faits pour rendre ces livres aussi corrects que possible, grâce à l'approbation du soleil de la justice lui-même, quand il voit la lumière. Tout comme les professionnels de l'informatique moderne, les correcteurs concevaient leur propre langue technique, qui a frappé certains de leurs contemporains comme étrange, voire barbare, quoique elle fût dans le même temps nécessaire. En septembre 1581, Christophe Plantin écrit à son ami Benito Arias Montano. Il doit présenter ses excuses pour n'avoir pas écrit. Sa santé a été mauvaise, explique-t-il, et des problèmes de sa maison d'édition l'avaient tenu très très pressé. En outre, afin d'aider mon ami Raphaëlengius, je me vois forcé, en violation de mon habitude, de lire ce qu'il appelle les épreuves de l'imprimerie. C'est donc un terme nouveau, ce n'est pas classique. Henri Estienne déclare que même le titre professionnel du correcteur n'est pas classique. Il pose une demande qu'il nous soit permis, quand nous parlons de questions typographiques, de parler typographiquement et mentionner les correcteurs. Les correcteurs mettent au point également leur propre système de signes techniques qu'ils utilisent sur les épreuves pour indiquer les corrections qui doivent être faites et où. Honchur en dresse un tableau pour son manuel de correcteur et vous verrez que ces signes sont répartis
les mêmes qu'on utilise aujourd'hui. Raimundo Silva, le correcteur qui est l'anti-héros de l'histoire du siège de Lisbonne, un roman merveilleux de José Saramago, offre une méditation superbe sur le plus connu d'entre eux, le signe de la suppression, qui est dérivé de la delta grecque. Oui, il dit, ce symbole s'appelle deleatur. Nous l'utilisons quand nous devons supprimer et effacer. Le mot parle de lui-même. Et il sera à la fois pour les lettres et les mots séparés complets. Il me rappelle un serpent qui change son intention, tout comme il est sur le point de mordre sa propre queue. Cette abréviation, utilisée encore aujourd'hui, apparaît très rapidement. Une épreuve d'une édition des Instituts de Justinien, produit en 1475 dans la boutique de Schoeffer, porte le deleatur en pleine floraison sur ses marges. Comme d'autres praticiens de nouveaux métiers, les correcteurs apprécient l'affichage de la capacité à créer de nouvelles aides pour les lecteurs. Pélican, par exemple, est très fier des index multiples qu'il a rédigés pour les grandes éditions patristiques d'Amerbach et de Froben. Dans son autobiographie, il raconte la préparation d'index pour les œuvres de Cyprien au commencement de sa carrière. « Ça m'a coûté beaucoup de travail, dit-il, parce que je ne savais pas encore le truc de faire les index avec une facilité relative. » Le truc reste un arcane des correcteurs de métier jusqu'aux années 1540, lorsque le naturaliste et bibliographe Konrad Gessner le révèle. Aussi tard que 1661, le mathématicien, kabbaliste et théologien Juan de Caramuel juge qu'il est encore utile d'offrir une série d'instructions sur la manière de faire des index. Tout d'abord, il explique qu'il faut lire l'ouvrage en question en marquant tout ce qui importe dans la marge. Il faut donc commencer par la lecture intelligente et attentive de l'œuvre en question. C'est la tâche d'un savant. La plume à la main. Le bon correcteur doit être un bon humaniste. Mais l'indexation a également un côté absolument purement technique. Il faut couper des feuilles de papier en bandes longues. Un secrétaire doit transcrire les entrées de la marge du texte sur un côté du papier, un côté des bandes longues du papier. Ensuite, explique Caramuel, conscient de sa dignité, ensuite, dit-il, ordonnez, dit-il. Jube, ordonnez. Il ne faut pas ordonner que les lemmes individuels soient coupés avec des ciseaux. Ordonnez, dis-je, il ne faut pas le faire vous-même, parce qu'il s'agit d'un travail mécanique que vous devez seulement orienter et non pas réaliser. Enfin, l'indexeur doit diffuser toutes les entrées, toutes les bandes sur plusieurs tables, peut-être dans un réfectoire monastique, et les remettre toutes les entrées dans l'ordre alphabétique. En tant que théologien sérieux moral, Caramuel se demande si les index sont nécessaires et utiles. Certains, admet-il, condamnent les concordances de la Bible, car ils rendent les théologiens paresseux et ignorants. En fin de compte, cependant, il affirme la valeur de l'exercice. Grâce à des index, après tout, un débutant aujourd'hui peut savoir plus d'un savant qui a usé de savoir il y a quelque temps. Un outil simple pour obtenir des informations, une partie du travail normal quotidien du correcteur a révolutionné la recherche théologique, et c'est Caramuel à le reconnaître. Le correcteur, le fabricant des index, le vérificateur des textes semble représenter quelque chose comme le créateur d'une nouvelle culture, une culture qui met l'emphase sur la précision linguistique et textuelle. Dans les grands ateliers d'imprimerie,
Une nouvelle discipline du travail prenait forme. Les propriétaires, d'ailleurs, appréciaient et souvent adaptaient les nouvelles normes de la bienséance dans l'utilisation de la langue qu'avaient été élaborées par Bembe, par Castiglione, par d'autres. Jan Amerbach, par exemple, cultive une passion pour l'exactitude textuelle et linguistique qui devient proverbiale. Conrad Pelikan rappelle que si vous examinez une de ces éditions attentivement, vous verrez que si un seul mot avait été mal imprimé, il préférait répéter le travail de la journée avec toutes les coupes. Amerbach, dit d'ailleurs, était un homme de grand savoir et de diligence extraordinaire. Il dépensait tant d'argent et d'efforts sur la correction des livres, toujours avec l'aide de 2 ou 3 lecteurs, avec autant de copies, de sorte qu'on ne pouvait pas blâmer sa négligence pour tout défaut dans le travail. Tous ceux qui osaient entrer la sphère professionnelle d'un Amerbach ressentaient une pression terrible dans l'atmosphère, une demande cognitive et littéraire de la précision qui pourrait être accablant. Autour de 1507, un maître d'école de Bâle, Jacob Brun, écrivait une lettre révélatrice à Amerbach. « Mon bon monsieur, la nuit dernière, nous avons eu diverses discussions, ainsi que avant en arrière. Si j'ai laissé échapper une erreur quand nous parlions, je voudrais que vous l'attribuerez non pas tant à l'ignorance, quant au lapsus d'une langue ivre. Je sais que j'ai infligé une blessure à Priscien le grammairien en disant Kenabar quand j'aurais dû dire Kenaban. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Une telle infortune peut avoir lieu à tout moment. Même une personne méticuleuse n'est pas tellement correcte par la parole que par écrit. Je pense que c'est difficile pour nous parce que nous ne parlons que rarement latin. Nous utilisons l'allemand dans la conversation. Les correcteurs de conscience, évidemment, ressentaient ces pressions plus profondément que quiconque. Quand Pullman se met à écrire une courte préface pour l'édition de poche de Virgile que Plantin a publiée en 1564, excusez-moi, je vous montre 2 scènes d'un film classique qui traitent les mêmes problèmes de la correction de la phrase latine. Quand Théodore Pullman se met à écrire une courte préface pour l'édition de poche de Virgile que Plantin publie en 1564, il se montre paralysé, quoiqu'il soit un latiniste habile, par sa conscience linguistique et professionnelle. Sa plume effectue une danse maladroite. Il supprime continuellement ce qu'il vient d'écrire. Et c'est vraiment une préface absolument banale, donc un tissu de formules qu'il ne peut pas écrire parce qu'il sent toujours qu'il a fait une erreur. Il donne l'impression qu'un correcteur imaginaire, encore plus sévère que lui, a pris sa résidence à l'intérieur de son crâne et ne lui permet pas d'écrire librement. C'était la déformation professionnelle à laquelle les correcteurs étaient soumis. En conséquence, la correction vient être considérée un poste qui exige un type particulier de personne. Dans une lettre de recommandation pour son propre fils-frère, Franciscus Raphelengius, Plantin esquisse le portrait d'un correcteur idéal. Il a toujours été passionné de l'étude du latin, du grec, de l'hébreu, du chaldéen, du syriaque et des langues arabes, dans lesquelles ceux qui parlent familièrement avec lui affirment qu'il est expert, et des sciences humaines. Il sera content de corriger loyalement, fidèlement et avec soin tout ce que lui est confié, sans jamais chercher à faire étalage de son érudition, car il est très modeste et très assidu aux tâches qui lui sont confiées.
Jean Moretus, lui aussi un fils frère de Plantin, discute dans une lettre à un ami la possibilité que l'un de ses propres fils, Balthazar, pourrait prendre le travail d'un correcteur. Les mots qu'il emploie sont révélateurs. Un de mes fils survivants est né avec sa main droite et tout son côté paralysé, et moment des premières émeutes à Anvers en 1566. Je craignais de perdre la mère et l'enfant à la fois, mais Dieu l'a préservé. Il est très intelligent et écrit très bien avec sa main gauche. Nous espérons qu'il pourra nous servir efficacement un jour dans la maison d'imprimerie en tant que correcteur, car il a besoin de mener une vie sédentaire. En théorie, du moins, le travail du correcteur exigeait l'attention méticuleuse aux détails, une connaissance approfondie des langues et une abstention quasi totale de la pensée indépendante. Le correcteur devait être l'humaniste sans qualité. Pourtant, les correcteurs, comme ils vraiment étaient connus dans le monde littéraire, moins pour cette rigueur et précision qui ont été exigées en principe, que pour leurs erreurs et leurs bizarreries. Parfois, ces erreurs semblent avoir été commises volontairement. Lorsque Silva, le correcteur imaginaire fictionnel de Saramago, rompt avec les habitudes de toute une vie et insère le mot « non » dans un texte historique, en le transformant et risquant sa carrière, il suit une riche tradition littéraire. Un savant du XVIIIe siècle qui dressait la première biographie collective des correcteurs rappelait avec un certain plaisir, il était protestant, le correcteur protestant qui avait été fouetté en public à Würzburg, une ville catholique, parce qu'il avait transformé une référence à la Veronica ou Schweißtuch de Jésus en Scheißtuch. Les correcteurs catholiques avaient une réputation encore pire, du moins chez les érudits protestants. Franciscus Junius raconte sa réunion avec Ludovicus Saurius, un correcteur qui travaillait chez Frelon, c'est une grande maison à Lyon, en 1559. Saurius lui montrait feuille après feuille des éditions des pères de Saurius. Les franciscains, il explique, avaient forcé Frelon de les remplacer par leur propre falsification, conçue pour soutenir les dogmes catholiques dans des questions controversées. Junius professait son choc à voir cette violation des règles du jeu de la correction. Quand même, Junius lui-même a gagné l'inimitié de Joseph Scaliger quelques ans plus tard, quand il ajoutait son propre commentaire à une réimpression de la première édition du poète latin Manil de Scaliger. Scaliger a corrigé son exemplaire du travail de Junius à sa manière, en traversant des pages entières et griffonnant « cacat » dans les marges. En principe, on le voit, le correcteur avait comme devoir la stabilisation du texte. Mais en fait, et je cite ici Roger Chartier, même les textes qui faisaient l'objet de la correction, l'un d'être figé dans une forme, l'un d'être stable, sont mobiles, instables, malléables. Et c'est le correcteur qui les fait instables et malléables. Pas mal d'auteurs du XVIe et XVIIe siècle tombent d'accord avec M. Chartier. Il traite les correcteurs pas comme les figures sévères évoquées dans la plupart des histoires, mais comme des mots nécessaires, ou peut-être quelque chose de pire. Or, quel que soit mon livre, écrit l'avocat et historien Étienne Pasquier à son ami Claude Loisel, je le vous enverrai soudain qu'il sera achevé d'imprimer. Je m'assure que vous trouverez plus de fautes dans l'impression que je ne voudrais. Car quel livre peut-on imprimer de nouveau qui n'y soit infiniment sujet? L'on envoie à l'imprimeur ses copies les plus correctes que l'on peut.
qui passe premièrement par les mains du compositeur. Ce serait certes un vrai miracle que sans faute il peut assembler toutes les lettres. Et c'est pourquoi on lui baille pour contrôleur un homme qui prend le titre de correcteur, auquel on présente la première épreuve. C'est lui, pour l'opinion qu'il a de sa suffisance, se donne quelquefois juridiction sur les conceptions de l'auteur, et en les voulant rapporter aux siens, les intervertit. Et or qu'il ne se donne cette loi, si est que son œil se peut écarter, qui est la cause pour laquelle on a recours pour la seconde épreuve à l'auteur. Mais ou du tout on ne le trouve point, ou si on le trouve, c'est au milieu d'autres empêchements pour lesquels il ne peut pas avoir l'esprit bien tendu à cette correction. Le correcteur est arbitraire et négligent à la fois. C'est une figure assez effrayante, au moins pour l'auteur. Est-ce que Pasquier est trop sévère? Est-ce que le correcteur est vraiment cette figure qui travaille d'une façon tellement arbitraire? On verra vendredi, quand je commence à examiner plus en détail les pratiques des correcteurs, en examinant des documents des archives, des épreuves qui se trouvent aux archives, les correcteurs avec qui Pasquier, mais aussi Schotters et d'autres auteurs devaient travailler et parfois lutter. Je vous remercie.